L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va jouer au funambule à très haute altitude, parler d'innovation dans le domaine du sport et s'offrir un pique-nique haut de gamme concocté par des chefs isérois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Gérald Carbone, chef du Tablier Bariolé. C'est un restaurant de Sassenage. Bonjour. Bonjour. Alors Bariolé, vous êtes venu en noir, hein, mais bon. En noir avec une petite touche d'orange quand même. Voilà, il paraît que c'est la couleur de ce que vous proposez à vos clients qui a inspiré le nom du restaurant. À côté de vous, Nadège Perrin, présidente de l'association Isère Gastronomie. Bonjour Nadège. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On parlera pique-nique avec vous tout à l'heure. Dominique Riel est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de l'événement InnoSport qui aura lieu ce jeudi à Voiron. Oui. Et puis avec nous, Nathan Paulin, funambule professionnel, spécialiste de la highline. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors la highline, c'est pas la discipline la plus connue du grand public. On va démarrer par une petite présentation. En quoi ça consiste ? Alors la highline, c'est marcher en équilibre sur une sangle dans le vide. Et c'est la discipline aérienne de la slackline. Et la slackline, c'est la même chose au ras du sol. C'est ce qu'on peut voir dans les parcs, qui peut être pratiqué par tout le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie, un jour, d'avoir envie de marcher comme ça sur une sangle ? Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre. En fait, moi, ce qui m'a plu dans cette discipline, c'est que ça me demandait, et ça me demande toujours, hein, beaucoup de concentration. Et moi, j'étais quelqu'un qui était assez dissipé, assez à écouter ce qui se passe à droite, à gauche, pas être attentif à l'école, par exemple. Et en fait, quand j'ai découvert cette discipline, la slackline au ras du sol, hein, au début, je ne savais pas qu'on le faisait dans le vide. Et j'ai vraiment trouvé un peu une paix intérieure en faisant. Ça me posait, en fait. Ça me captivait et pendant des heures, j'étais focus sur une seule chose. Et c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a rendu accro et qui m'a fait faire 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et à la fin, j'ai fait des grandes distances. C'était des records et j'ai pu maintenant en vivre grâce aux médias par rapport à ces records. Ça a été un cheminement. Là, on vous voit il y a quelques années au-dessus de Grenoble. On est sur les falaises du Vercors qui surplombent l'agglomération grenobloise. On comprend effectivement quand on voit ces images que quand on est sur cette petite sangle, on ne peut pas penser à grand-chose d'autre que de mettre un pied devant l'autre. Oui, c'est ça. Quand on est dessus, on est dans l'instant présent, on est concentré. Et là, à Grenoble, c'était le MHP, un festival qui sera aussi en juillet, là, début d'été. Et c'est un beau festival à Grenoble. Et moi, je connais Grenoble vraiment à travers le MHP. Et je connais Grenoble un petit peu du haut. Vu d'en haut. Il n'y a pas de balancier comme les funambules sur cette discipline. Alors non, c'est sur une sangle qui est en polyester, donc c'est du textile. C'est un peu comme une ceinture de sécurité. C'est 2 fois plus fin. Et on s'équilibre avec les bras parce que la sangle, elle est toujours en mouvement. En fait, on n'est jamais équilibré. On est toujours en déséquilibre, en train de rattraper l'équilibre. On cherche vraiment à toujours se rééquilibrer. Et si on avait un balancier, on ne pourrait pas être assez réactif, en fait, par rapport à un câble qui est fixe. Donc, par opposition au funambulisme un peu classique, nous, on est sur une sangle qui est élastique et on vient du milieu du sport, de la montagne, tandis que les funambules étaient plutôt liés au spectacle. Voilà. Alors c'est une discipline, on va dire, qui a explosé ces 10 dernières années, qui est apparue pour le grand public au cours des années 2000. Pour autant, elle était déjà pratiquée de façon plus confidentielle dans les années 80, notamment par les grimpeurs américains dans le Yosemite. Alors oui, c'est une pratique qui est liée à l'escalade, qui s'est développée dans les années 2005, on va dire, qui a connu un petit peu, enfin, même 2010, 2012, un petit peu un boom. Mais depuis longtemps, les grimpeurs marchent en équilibre sur une sangle, sur un bout de chaîne, enfin sur tout ce qu'ils trouvent pour entraîner leur proprioception. Alors la proprioception, c'est le fait d'avoir conscience de son corps sans forcément utiliser la vue, en fait. C'est les nerfs, les réflexes. Et en escalade, c'est hyper important d'être bien positionné, d'avoir conscience de son corps, en fait. Et donc c'est une pratique qui est liée à l'escalade depuis les années 80, avec à la base le parc du Yosemite aux États-Unis. Ouais, les spécialistes peuvent même le faire les yeux bandés. J'imagine que vous êtes capable, vous, de faire de la highline. Alors oui, j'en fais les yeux fermés. J'ai des bons souvenirs d'ailleurs, pas visuels forcément, hein, mais j'ai des bons souvenirs dans le Vercors. De highline, les yeux bandés, c'est un super entraînement en fait, parce que dans le vide, on n'a aucun repère. Qu'on ait les yeux ouverts ou bandés, c'est sûr que c'est plus facile avec les yeux ouverts, mais la différence entre le ras du sol et le vide, c'est l'absence de repère en fait. Dans le vide, on n'a pas le sol, et en fait, les yeux bandés, c'est vraiment un voyage encore plus intérieur, et on appelle d'autres sens
qui sont... Il y a tout un tas de sens. Hein. Il y a l'oreille interne, le système vestibulaire, toute la proprioception, tout ça, ça permet aussi de s'équilibrer. Et on peut le faire sans les yeux fermés. Et c'est quelque chose qui, à la base, moi, je le fais pour m'entraîner. Maintenant, je le fais aussi par plaisir. Puis des fois, en spectacle, ça le fait, en fait, d'avoir les yeux. C'est sûr. C'est spectaculaire, c'est vertigineux. Vous êtes assuré à la sangle. Pour autant, il y en a certains qui pratiquent ça en solo, et notamment sur ces images là dans la vallée de Chamonix, c'est Tancred Mellet, il y a quelques années, qui là pour le coup n'a aucune sécurité quand il traverse entre deux aiguilles. Alors oui, Tancred, il faisait du free solo. C'est une pratique qui moi, personnellement, je le fais pas. C'est quelque chose de très, très personnel, très engagé. Et ça fait des images magnifiques. Là, c'était au Ça fait peur aussi. Et ça fait peur. Ça fait peur quand on regarde. Moi, j'aime pas le regarder quelqu'un qui fait du solo. Par contre, je peux comprendre pourquoi on peut le faire, pour rechercher la liberté, pour être encore plus concentré, pour vraiment avoir une intensité particulière à ce moment-là. Après, il y a des côtés un peu néfastes du free solo, qui peuvent être, par exemple, le fait de le faire pour être médiatisé, pour se faire voir. Ça, c'est pas les bonnes raisons pour moi. Mais c'est une pratique que je fais pas, mais que je condamne pas non plus, et qui fait partie intégrante de ma pratique, de mon sport. Alors vous parliez tout à l'heure des records que vous avez pu établir depuis quelques années, et notamment le record du monde de distance. On le voit là avec cette sangle de plus d'1,5 km dans un vallon, je crois que c'est dans le sud de la France. Hein. Oui, alors c'est ça, c'était au cirque de Navacelles, c'était 1662 mètres exactement, donc 1,6 km sur une sangle, en équilibre. Ça m'a pris 1h15, et c'est un long voyage dans le vide, où il y a plein de choses qui se passent. Et moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'aventure dans ces traversées, c'est qu'on passe par des sensations, des sentiments qui peuvent être la joie intense quand tout va bien. Des fois, on est au fond du trou, on est au bord de tomber, et c'est hyper mental, faut pas craquer. Et c'est ça qui est intéressant dans ces grandes traversées, c'est que plus j'en fais, plus je me rends compte que c'est vraiment mental, et on apprend aussi à se connaître un petit peu quand on est pendant 1h15 sur un fil comme ça. Alors, la performance, c'est aussi d'installer une ligne comme ça. On ne le voit pas souvent sur les images, mais il y a tout un travail d'équipe derrière. Alors oui, la highline, c'est un sport où on est seul sur le fil, mais on ne peut pas le faire seul, c'est impossible. C'est pas comme le parapente, on peut prendre son parapente, aller dans la montagne, et on fait ça tout seul. Là, la highline, il faut une équipe. Pour un record comme ça, c'est 20 personnes qui vont travailler ensemble pour mettre en place la sangle, avec des techniques particulières, des connaissances particulières. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ce sport, c'est l'aspect humain. En fait, c'est une grosse entreprise qui prend du temps, et plus c'est difficile aussi à achever, on va dire, voilà, mieux c'est quand ça se termine. Comment vous la faites traverser la sangle comme Alors, ça? C'est la grande question. On envoie un drone qui tire un fil de pêche, en fait. Donc on a un drone, comme on voit partout, là, les drones qui sont un peu classiques et qui fonctionnent très bien maintenant et qui se pilotent très bien. Ce drone tire un fil de pêche, et sur ce fil de pêche, nous on accroche une petite cordelette. Sur cette cordelette, on met une plus grosse cordelette, et ainsi de suite. On fait passer la sangle petit à petit, parce que le drone ne peut pas tirer directement la sangle qui est trop lourde. Le drone qui sert aussi au ravitaillement, parce que ça prend du temps, plusieurs jours à installer ce genre de ligne. Et donc, quand on travaille dessus, il faut bien un moment se ravitailler. Alors oui, là, les images, c'était rigolo. On s'est dit, tiens, on va essayer de le faire. On avait attaché une bouteille de coca sous le drone, et on l'avait envoyé à un copain qui l'a récupéré. C'était un petit délire entre nous. Et le pire, c'est qu'il n'a pas bu la bouteille, parce qu'il ne voulait pas salir son sac en finissant par la bouteille. Voilà, c'est la petite histoire derrière. Bon, ça, c'était en juin 2017, à 1662 mètres sur une highline. Vous le disiez, aujourd'hui, c'est votre métier. Hein. Vous voyagez, vous cherchez des beaux endroits, comme on voit là sur ces images, pour réaliser vos performances. Alors oui, aujourd'hui, je fais que ça. C'est ma pratique à temps plein, on va dire. Donc, je fais des expéditions. Et au niveau de la façon que j'ai pour gagner ma vie, c'est des spectacles, des démonstrations, des traversées. Et maintenant, c'est aussi plus forcément le faire, mais c'est en parler. Ça va être des conférences sur pourquoi je le fais, ou alors des conférences pour des entreprises dans lesquelles on va faire des parallèles avec le monde de l'entreprise, la prise de risque, aller d'un point A à un point B, travailler ensemble. Et c'est des choses qui sont intéressantes pour moi, parce que c'est plus la pratique en elle-même, c'est décrypter un petit peu ce que je fais et pourquoi je le fais. C'est vous là en Père Noël? Alors oui, ça fait partie aussi ça fait partie des choses que j'ai pu faire. J'ai traversé en Père Noël à Évian. C'était l'hiver dernier, c'était cet hiver-là. Et c'était assez génial de se retrouver comme ça et d'avoir tous les enfants qui avaient les yeux qui brillaient. J'imagine, oui. Père Noël descend du ciel, et là, pour le coup, il n'a pas besoin de traîneau.
C'est un sport, même si vous le pratiquez beaucoup en pleine montagne, en plein air, c'est un sport qui se pratique aussi en ville. On a vu ces petites images d'Évian. Vous avez aussi le privilège de faire de l'highline en plein cœur de Paris et pas n'importe où, hein, sur un site emblématique de la capitale. Ouais, c'était sur un petit coin qui s'appelle la Tour Eiffel. On vous voit là, vous êtes tout petit voilà, dans l'ouverture. Donc ça, c'était pour le Téléthon. C'était fin 2017, début 2018. C'était en l'honneur du Téléthon pour faire parler de cet événement-là. J'ai fait une traversée entre le Trocadéro et la Tour Eiffel qui faisait 670 mètres. Et c'était assez fou de se retrouver là. Ça pourrait être un peu l'aboutissement d'un rêve ou d'une carrière de se retrouver à Paris. Et là, ça arrivait assez rapidement. Et j'avais un peu du mal à me rendre compte de ce que j'étais en train de faire quand j'étais. C'était un beau projet en ville et qui était beau aussi, qui n'était pas forcément... Voilà. La ville, c'est bien aussi pour toutes ces pratiques. Et la slack, ça se pratique en ville à ce niveau-là, donc sur la Tour Eiffel, mais ça se pratique aussi en ville dans un parc. Ça se pratique partout. 670 mètres, ça aussi c'était un record, on va dire, pour une traversée urbaine. On vous voit là d'ailleurs au bout de l'effort. C'est là, à ce moment-là où on relâche, j'imagine, mentalement. Oui, là on se dit que c'est fait en fait et que le stress est passé. Moi, c'était la traversée la plus stressante que j'ai pu faire de ma vie parce que c'était un timing. C'était bon, tu montes sur la Tour Eiffel à cette heure-là, tu pars et tu traverses. Et si tu tombes, c'est pas très grave, mais tu peux pas le refaire parce que t'as pas le temps, parce que c'est en direct à la télé. Et donc, l'aboutissement de ce projet-là, d'arriver au bout, d'avoir les copains qui étaient là aussi, c'est d'avoir un ensemble. C'est un gros relâchement à la fin. Alors, Nathan, cette semaine, vous êtes le parrain de la 10e édition d'Innosport qui aura lieu ce jeudi à Voiron. Dominique Krill, c'est quoi Innosport? C'est un événement réservé aux professionnels, mais qui peut intéresser aussi le grand public. Alors effectivement, c'est un événement qui est pas réservé, mais qui est organisé pour les professionnels, qui peut aussi intéresser le grand public, mais qui est essentiellement organisé pour les professionnels, pour leur offrir en fait une fenêtre d'anticipation sur les évolutions à la fois technologiques et de pratiques, des pratiques de sport qui arriveront dans les années à venir. Donc effectivement, cette année, le sujet, c'est le sport urbain. Et la logique que tu viens d'expliquer est parfaitement juste, c'est-à-dire que l'highline se pratique en pleine nature, mais la slackline se pratique essentiellement en zone urbaine. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pratiques sportives qui font des allers-retours entre le monde de la pleine nature et le monde de l'urbain. Et c'est un vrai mouvement qui a à peu près aussi une dizaine d'années. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un point sur l'évolution de ce mouvement, à la fois un point sur la partie sociologique, un point sur la partie aménagement urbain, parce qu'en fait, pour pratiquer, alors parfois, il n'y a pas besoin de choses très spécifiques, mais parfois, il est nécessaire d'arranger, de préparer les choses, de l'organiser. Donc, en fait, il y a aussi toute une partie liée à la partie urbanisme et urbanistique du problème. Et puis après, il y a tout un tas de produits qui sont spécialisés et dédiés à la pratique du sport urbain. Il y a des codes vestimentaires, il y a des pratiques, il y a des signes, des symboles, etc. etc. Donc en fait, la conférence du matin à Innosport permet de faire un tour d'horizon complet pour les professionnels et qui s'emparent de ce marché, de cette approche, de cette nouvelle façon de pratiquer le sport, qui est plus uniquement dédié soit sur un terrain de basket, soit sur une falaise d'escalade pour l'escalade. Voilà. En fait, les choses se croisent et les lieux de pratique bougent aujourd'hui dans nos pratiques quotidiennes de sport. Alors, au cours de l'événement, il y aura également la présentation d'innovations liées au sport urbain, mais pas seulement. C'est le showroom qui est un moment aussi où on découvre chaque année des produits qu'on va avoir sur le marché un peu plus tard. Exactement. Donc l'idée, c'est de permettre en fait à des gens qui ont des idées, qui ont développé effectivement des produits autour de ces idées. Alors quand je dis des produits, c'est des produits ou des services ou des applications. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'application sur smartphone pousse beaucoup dans l'univers du sport. Et du coup, cette année, le concours a reçu à peu près 56 candidatures, ce qui est énorme. Habituellement, on tourne à peu près à 35 candidatures. Cette année, on est à 56 candidatures avec des choses tout à fait étonnantes, des gens qui ont inventé un chausson réglable d'escalade qui permet de courir jusqu'à 7 pointures. Donc vous imaginez les applications potentielles, soit dans le monde de l'éducation, soit pour des parents qui
vont pouvoir acheter une paire de chaussons et l'utiliser pendant 4-5 ans, parce qu'une paire de chaussons, ça coûte un peu des sous. Donc finalement, il y a des choses assez intéressantes. Il y a des lunettes, alors ce n'est pas celles qu'on voit à l'écran, ici, mais c'est des lunettes qui permettent de faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire avec un petit système électronique qui va projeter des informations qui viennent soit de votre smartphone, et votre smartphone va capter votre rythme cardiaque, l'orientation ou le tracé du GPS si vous avez fait un parcours. Voilà, donc beaucoup de choses très intéressantes autour de ça. Il y a des gens qui ont mis au point une station de recharge pour les VAE, pour les vélos assistance électrique, et en particulier les VTT-AE, qui est autonome et qui peut être installé à côté d'un refuge dans les alpages, en montagne, et qui va permettre à un VTTiste assisté électriquement de recharger ses batteries pendant qu'il fait soit une sieste, soit il prend son repas. Ouais, ça peut être utile parce que quand l'assistance électrique ne marche plus en montagne, ça devient très compliqué. Ça devient très très compliqué. Nathan, dans le domaine de la slackline, la highline, il y a aussi de l'innovation ou ça reste assez traditionnel? Alors oui, il y a de l'innovation parce que c'est une pratique qui est nouvelle et qui est en plus c'est récent, donc il y a eu plein de choses à innover rapidement. Et il y a toujours de l'innovation, il y a l'allègement des matériaux comme dans toutes les pratiques. Moi, ça m'intéresse vraiment cette partie-là. Et puis il y a le fait de rendre la pratique plus pratique simplement, de ne pas s'embêter avec des tonnes de matériel qui viennent de l'escalade, qui sont lourds et qui ne sont pas efficaces pour cette pratique-là. Donc il y a de l'innovation et moi je suis super heureux de participer à un salon comme celui-ci. D'ailleurs, il y a 2 ans et l'an dernier, il y avait plusieurs innovations qui étaient dans le milieu de la slackline par une boîte qui s'appelle Slackinov, qui est dans le bassin grenoblois. Votre rôle pendant ce salon, qu'est-ce que vous attendez, Dominique, du parrain chaque année? C'est toujours un sportif emblématique. Il y a toujours effectivement ou un sportif ou une personnalité emblématique, et je vais faire un raccourci un peu osé, mais je vais dire que ce qu'on attend de Nathan, c'est sa hauteur de vue. Voilà, c'est exactement ça. C'est le seul message que j'ai à lui passer. Voilà, on va lui demander, il va écouter ce qui va se dire pendant la conférence, et puis il va pouvoir intervenir quand il le souhaite, ou peut-être que l'animateur posera des questions en cours de route, et à la fin, on lui demandera, entre guillemets, de faire une conclusion technique sur le sujet. Donc en fait, effectivement, ce qu'il a expliqué tout à l'heure sur le voyage intérieur, etc., demain, il va faire un voyage intérieur dans l'auditorium du campus de la Bronnerie pour après nous expliquer ce qu'il a pu observer de son point de vue un peu en hauteur. Il n'y aura pas de highline, il n'y a pas de démonstration prévue? Non, mais a priori non, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et parce qu'en fait, comme il l'a expliqué, c'est quand même une installation qui est complexe et lourde. Et déjà, sur le site de la Bronnerie, il y a tout un parcours Acrobranche, voilà, avec plein de lignes déjà tendues. Oui, peut-être, mais du coup, pour mettre une handline au milieu... Oui, ça fait beaucoup de câbles. Ça fait beaucoup de câbles, de sangles dans tous les sens. Voilà. Et par contre, il y aura d'autres démonstrations, puisqu'on va avoir des démonstrations de basket 3-3 par l'équipe de France de basket 3-3. Il va y avoir des démonstrations d'escalade par l'équipe de France d'escalade, à la fois en vitesse, difficulté et bloc. Voilà, et puis donc le matin une conférence, l'après-midi 3 ateliers sur le financement des startups, sur le business, le marketing du sport en général, sur plein de choses. Voilà, donc une grosse journée autour de l'innovation dans le sport. Alors c'est pas un hasard que cet événement se passe à Voiron et sur le campus de la Brunnerie, puisque ce lieu s'est positionné depuis quelques années sur les startups qui innovent dans le domaine du sport. Ah oui, tout à fait. Alors je rappelle qu'à Voiron, il y avait un CREPS et que ce CREPS, effectivement, a été revendu à la collectivité, qui l'a réhabilité et pour lequel les élus ont souhaité maintenir la vocation. La vocation initiale, c'était d'accueillir le mouvement sportif, à la fois en formation, en pratique. Et les élus ont souhaité rajouter à cette vocation le développement économique. Donc c'est pour cette raison qu'effectivement, on parle beaucoup d'innovation, mais on ne parle pas d'innovation simplement pour se faire plaisir. On parle d'innovation parce qu'on sait que l'innovation, c'est un moteur important du développement économique, de la création d'entreprises, donc d'emplois, donc de richesses. Très bien. Nathan, vous faites attention à votre alimentation en tant que sportif de haut niveau? Alors maintenant, un peu plus, oui. Ouais. Ça devient, disons que je ne suis pas dans les codes des sportifs de haut niveau comme on a l'habitude de voir, mais j'essaie de faire gaffe parce que du coup, ça m'intéresse. Ouais, quelques kilos de trop sur la slack ou la highline, ça peut avoir son influence, puisqu'on va finir cette émission
En parlant de gastronomie, Nadège Perrin, présidente de l'association Isère Gastronomie, vous organisez ce dimanche la 2e édition du pique-nique, le grand pique-nique des chefs. En quoi ça va consister cet événement? Pique-nique, on comprend, mais on n'associe pas forcément le pique-nique et les chefs professionnels. Hein. Et non, c'est ça, on a voulu surprendre. Grand pique-nique parce qu'on est dans le parc du château de Sassenage. Pique-nique parce que château, parc, herbe, et des chefs parce que notre vocation depuis maintenant 10 ans, ma vocation, c'est aussi de réunir et de fédérer un peu tous les artisans du bien manger sur Grenoble et en Isère, et donc de créer un événement qui soit un peu différent de ce qu'on peut retrouver. Alors ça va se passer, vous l'avez dit, dans le parc du château de Sassenage. C'est ouvert à tout le monde. On commande à la carte hein, les différents plats qui seront proposés par les chefs. Alors oui, c'est ouvert à tous. Ça s'étale de 10h à 17h. Il y a une partie marché, producteurs, artisans. Donc là, tout le monde peut rentrer sur l'événement. Et on va dire, de midi à 14h, il y aura le grand chapiteau des chefs qui sera en pleine effervescence, où les chefs vont cuisiner pour les gens qui auront commandé avant leur plat. Parce que là, ça part très vite. Alors, il y a effectivement un site internet d'Isère Gastronomie qui permet de faire son choix. Chaque chef a prévu un plat et on peut concocter comme ça un menu original. Donc, cette année, on accueille 20 chefs, donc plus que l'année dernière. 7 chefs vont faire des plats salés, et 13 chefs salés et 7 sucrés. Donc 20 plats proposés et chacun peut faire son marché. Il y en a qui achètent juste un chef, entre guillemets, et d'autres jusqu'à 20 tickets en fait. Il y aura quand même des chips et des sandwichs Alors, il y aura des chips locales, une marque très connue d'ici qu'on adore. Il y aura une buvette avec des propositions de bière locale et de vin de l'Isère. Et certains producteurs et artisans du marché vont proposer aussi des assiettes sur place. Alors, parmi ces chefs, il y aura Gérald. Vous avez déjà participé à la première édition. Oui, tout à fait, l'année dernière, oui. Vous êtes le local un peu de l'étape, puisque votre restaurant n'est pas très loin du parc du Château. Juste à Sassenage, ouais, une dizaine de minutes à pied. C'est un concept nouveau. Pique-nique pour un chef, en général, je le disais en introduction, c'est un peu contradictoire. Non, c'est sympa parce qu'on va pouvoir préparer une spécialité de notre maison en petites portions et qu'on va pouvoir proposer à tous les convives qui vont venir pour pouvoir prendre un petit peu de chaque plat sur chaque chef et puis pouvoir se poser dans l'herbe pour pouvoir faire un pique-nique en goûtant un peu des spécialités de tous les chefs isérois. Donc c'est une idée originale et très sympa, quoi. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, justement, pour dimanche? Nous, on fait une salade de poulpe. C'est ce que vous nous avez amené, là. Donnez-la moi, que je la montre. Donc nous, c'est la salade de poulpe de Papy Antoine. Donc c'est mon grand-père. Ça fait 3 générations qu'on l'a dans la famille. Ça fait le 2e restaurant que j'ouvre. Et donc la salade de poulpe est à la carte et est devenue indirectement une spécialité de la maison. Le poulpe, c'est la pieuvre, pour faire plus... C'est ça, ouais, c'est la pieuvre, le kraken. C'est pas trop un produit isérois, pour le coup. Alors, on n'est pas très local sur le poulpe en lui-même. Après, sur le persil, la salade, tout ça, on est sur des petits produits locaux. Donc, Bon, c'est en tout cas un plat original. Nathan, je ne sais pas si vous aimez le poulpe, mais je vous laisse, parce que moi, je ne peux pas parler la bouche pleine, évidemment. Avec Dominique, je vous laisse... goûter parmi les 20 chefs présents. Nadège, il y aura un chef étoilé. Deux en plus. 2. Alors, moi, j'avais Mathieu Egarty, qui est le chef des Deux Alpes. Deux Alpes, le petit Polyte, et également Romain Hubert, qui est du côté de Bourgoin-Jallieu. Voilà, dans le Nord-Isère. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de chefs étoilés en Isère, donc c'est l'occasion aussi de découvrir une cuisine qui est souvent pas forcément accessible financièrement à tout le monde. Vous savez ce qu'il va préparer, là, Mathieu Egarty, qu'on voit là sur ces images? Oui, c'est une tarte aux petits pois. Tarte aux petits pois. Et plein d'autres choses. Donc ça, on est dans le salé quand même. On est dans le salé, oui, tout à fait. Alors, le chef du chalet Mounier aux Deux Alpes, je crois qu'il a 1 ou peut-être 2 étoiles. Il a 1 étoile. Il a 1 étoile, mais il en aura bientôt 2. Oui, les 2, c'est à Uriage avec Christophe Haribert. Ça met un peu de pression d'avoir des chefs étoilés reconnus, on va dire, par les professionnels qui viennent concourir, entre guillemets, avec vous. Non, c'est sympa. Moi, j'ai rencontré c'est Romain de l'Émulsion.
L'année dernière, avec sa femme, on a discuté ensemble. C'est un personnage très sympa. Non, ça se passe bien. C'est bien d'avoir des étoilés vers chez nous. On va les uns chez les autres quand on est chef d'un resto? Oui, on complètement. va goûter la cuisine, On va goûter, on va manger chez tous les confrères. Sympa, voir un peu ce qu'ils font, papoter avec eux, prendre des goûter idées. leur cuisine. Ouais, prendre des idées, bien sûr, pourquoi pas. C'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'on a remarqué vraiment, ils prenaient plaisir à se retrouver ou à se découvrir et se rencontrer. Entre chefs, entre professionnels, et que vous puissiez aussi voir des nouveaux producteurs. Donc, Le poulpe, les garçons? Excellent. Ah, Franchement, super bon. excellent. il sera encore meilleur dimanche, parce que là, il l'a fait un petit peu vite pour l'émission. Gérald, Nadège, l'actualité gastronomique est chargée pour vous ces derniers jours, puisque vous faites partie de l'équipe qui va créer un nouveau lieu de restauration dans un bâtiment méconnu des Grenoblois, la Grande Orangerie. Ça se trouve où déjà, la Grande Orangerie? alors, c'est pas loin du studio. C'est à côté du rectorat, du stade et de la mairie, voilà, sur le boulevard Jean-Pin. C'est ce bâtiment-là qu'on voit, effectivement, à quelques mètres du stade, qui est un bâtiment qu'on remarque sans le voir, presque, qui date de 1895, hein, c'est ça, qui avait été construit à la fin du 19e siècle. Ça servait à quoi, ce lieu? Alors, c'était stocké notamment les orangers. Et le bâtiment était relié au jardin des plantes, qui est de l'autre côté de la rue et du rectorat. Et aujourd'hui, il sert toujours de stockage des orangers et il est utilisé par les services d'espaces verts. Alors, la ville de Grenoble a lancé en 2017 l'opération Graines de projet, hein, qui était un appel d'offres pour redonner vie à des bâtiments du patrimoine municipal qui n'avaient plus vraiment d'utilité, en tout cas qui étaient sous-exploités. Vous avez candidaté pour le projet de l'orangerie. C'est votre projet qui a été retenu par les élus. Qu'est-ce que vous allez y faire dans ce lieu? Alors, on veut vraiment un lieu qui vive. Donc déjà, qui remette une activité dans le quartier, au niveau de Grenoble, pour l'ensemble du métropolitain, des touristes de passage. On voudrait qu'il soit une sorte de repère de la convivialité et du bien manger sur Grenoble. Et un lieu qui puisse accueillir sur une plage horaire très très large différents publics, que ce soit des enfants, des jeunes, des gens qui travaillent ici ou qui habitent dans le quartier, des grands-parents. Voilà. Donc toute une série d'activités autour du bien manger, autour de l'agriculture urbaine et de l'artisanat d'art. Alors c'est un projet qui a vocation à voir le jour dans quoi, 1 an, 2 ans? Fin 2020. Fin 2020. On voit là déjà une simulation de ce que ça pourra donner. 2 millions d'euros, c'est ça, d'investissement? Oui, de réhabilitation, oui. C'est un gros pari quand même de se lancer sur... Ouais. Non, mais on y croit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux dans d'autres villes aussi sur des positions un peu similaires se sont montés. Et c'est un lieu qui finalement est grand, mais pas si grand. Donc il y a une possibilité vraiment que ce soit un lieu qui vive pour tous, avec l'axe central sur la restauration et différents comptoirs de restauration tout au long de la journée. Très bien. On trouvera du poulpe ou pas? Mais peut-être. Alors oui, l'axe, c'est quand même les produits locaux. Mais au-delà des produits locaux, c'est les circuits courts qui sont aussi importants parce qu'on peut trouver du bon poisson sur la côte. Mais voilà, en circuit court, direct produit pêcheur, ça serait bien. Mais le talent et le savoir-faire, voilà, des gens, ça prime aussi. Peut-être que d'ici 2020, on pêchera du poulpe dans l'Isère et ça deviendra un produit local. C'est une possibilité. Hein, Gérald, vous n'aurez plus besoin de l'importer, entre guillemets, des rives marines. Merci, bonne chance, Nadège, pour ce projet. Et puis, plus près de nous, il y a dimanche le grand pique-nique des chefs à Sassenage et le salon événement Innosport ce jeudi à Voiron. Bonne continuation, Nathan. Et puis, on vous accueillera avec plaisir pour un prochain exploit quand vous repasserez du côté de Grenoble. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, mais avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.